Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'analyse critique des médias. Les médias, c'est quoi? Les médias n'existent pas. Petit point A. Le concept « les médias » n'a de sens et il serait incorrect de dire que les médias existent car les médias sont une pluralité. Il y a une réelle diversité médiatique. Les médias sont composés de plein de supports différents. En utilisant cette expression, on ne pense pas à la diversité. Pour nous, on pense directement le soir, etc. Pourtant, quand on parle des médias, on parle autant de la presse magazine que des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc. Pour citer d'autres exemples de médias, SoFoot, CNN, Facebook, comme dit précédemment, etc. Chaque média a une fonction de diffusion d'informations différente et une position particulière dans le marché médiatique, ainsi que des relations avec ses publics spécifiques. Ils pensent le public différemment et les contenus ne sont pas similaires d'un média à l'autre, ni dans la façon dont les choses sont présentées, la manière de raconter est attachée au public visé. Le public caractérise différemment les divers types de médias. Le support peut aussi différer entre les médias. Ce qu'on retrouve en ligne peut se présenter sous forme de chaînes, de podcasts ou encore d'ondes hertziennes. On définit par médias de référence les médias nationaux qui sont les plus écoutés, les plus regardés. YouTube, Twitter ne sont que des supports médiatiques qui regorgent de médias. Quelques exemples de médias. La Libre, qui est une presse sur support papier et en ligne, quotidien, appartenant à IPM, ce sont des éditions qui détiennent aussi l'ADH, ils appartiennent donc au même conglomérat. La Meuse est un groupe de presse régionale et La Capitale, qui sont des quotidiens informatiques appartenant à Rossel. Le Rouge et le Noir, L'Avenir, qui est aussi un groupe de presse régionale, on tente de créer une coopérative, et Le Soir, qui appartient à Rossel. La RTBF, qui est un service public de radio-télévision belge francophone, en concurrence avec la RTL, qui est une chaîne privée. BX1 et Notel sont des médias régionaux, donc des télévisions régionales. Médor est un magazine belge francophone qui développe des enquêtes dans une perspective belge et dévoile une réalité méconnue. On l'appellera MOC pour une contraction entre magazine et book. C'est assez gros et il coûte entre 10 et 15 euros, ce qui permet de financer les grosses enquêtes. Autre média, Wilfried, qui est un magazine belge francophone qui parfois emprunte l'esthétique des séries télévisées. Il concerne essentiellement la politique belge. Le magazine Alter Ego aborde des thématiques plus alternatives et Imagine a été créé autour des concepts écologiques. On a donc en Belgique une diversité de médias qui ne peuvent pas être mis sur le même pied car ils sont différents dans leurs pratiques et leurs objectifs. Un média, c'est quelque chose qui est pluriel. Le média ne produit pas tout le temps tout seul. Parfois, il diffuse quelque chose qui ne provient pas de lui. Selon Rémi Riffiel, que sont les médias? Ce sont des ensembles de techniques de production et de transmission de messages à l'aide d'un canal, d'un support, donc journal papier, ondes hertziennes, câbles, etc., vers un terminal, récepteur, écran, ainsi que comme le produit proprement dit de cette technique, journaux, livres, émissions. Il y a une organisation économique, sociale et symbolique, avec ses modalités de fonctionnement, ses acteurs sociaux multiples, qui traitent ces messages et qui donnent lieu à des usages variés. On a donc une dimension technique, donc matérielle, et une dimension sociale, de représentation, qui évolue en fonction du temps, de l'espace et des groupes sociaux qui s'en servent. Le média, c'est donc le produit qui est diffusé. Point suivant, pluralité des médias. Les médias d'information, c'est quoi? Les médias ont des lignes éditoriales et relèvent de domaines particuliers. On citera la presse, la radio, la télévision et Internet. On a différents genres, l'information, le divertissement, la fiction, la publicité. On a différentes orientations, neutres, politisées ou militants. Différents publics également, jeunes, publics ou privés, adultes, spécialisés, militants, politisés, etc.
On a différents financements, les aides de l'État, l'abonnement, les ventes et le soutien, les mécènes ou les fondations et le bénévolat. Enfin, on a différents supports. On citera les GSM, les tablettes, les ordinateurs, le papier et les appareils. Dans les médias, il n'y a donc pas que des infos. Il y a de la publicité, du divertissement comme The Voice, etc. Le journal des enfants, par exemple, vise d'abord les enfants. On a aussi une diversité au niveau des territoires. Comme exemple, on citera le Courrier international, qui est un journal international, CNN, qui est un journal télévisé à visée internationale, Le Monde, qui est un journal national, etc. Certains médias sont généralistes au niveau de la politique, divertissement, etc. Et d'autres sont plus spécialisés comme le Rap Mag. On a des médias d'hyper niche qui sont à destination d'un public très spécifique comme les médias spécialisés dans la couture. On a des médias publics qui sont basés sur un contrat entre le gouvernement et les médias. Il peut donc faire pression sur ce dernier. Et on a des médias privés également. On a des médias institutionnels, par exemple celui de l'ULB ou de la commune. Enfin, on a des médias d'initiative collective. Pour celui-ci, on citera la plume du cercle de journalisme. Il est très important de savoir qui finance quels médias. Cependant, beaucoup de médias fonctionnent aussi grâce au bénévolat. Troisième point de ce premier chapitre, diversité des lignes éditoriales. La ligne éditoriale représente l'ensemble des choix et décisions suivis par une rédaction de médias et qui traduit les grandes valeurs défendues par la rédaction au travers des choix des informations, du choix des sources et de leur utilisation, de la forme proposée, des genres journalistiques, des modalités de diffusion, du rapport avec le public, des conditions économiques du média et surtout de la perception des valeurs telles que la morale, l'éthique, l'engagement politique, social ou culturel, etc. Imagine demain le monde est un magazine belge francophone qui paraît 6 fois par an. C'est donc un bimestriel. Il traite de sujets liés à l'écologie, aux questions de société et au rapport nord-sud. Il s'inscrit dans le courant slow press et porte un regard libre et non conformiste sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Il propose une information à la fois innovante et critique, qui explore les voies d'un autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société. Fondé en 1996 avec l'appui financier des colos, Imagine demain le monde est indépendant de tout groupe de presse ou parti politique depuis 2002. Il est géré par l'équipe qui le réalise. Celle-ci est composée de 5 salariés, d'un graphiste indépendant, d'un correcteur et de plusieurs dizaines de collaborateurs réguliers ou ponctuels, qui sont des journalistes, des photographes, des illustrateurs, etc. Ce magazine est essentiellement financé par ses lecteurs, grâce aux abonnements et à la vente au numéro. Il bénéficie également d'une aide à la presse périodique et d'opinion, octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et accueille dans chaque numéro des annonces publicitaires en nombre limité et en cohérence avec le projet éditorial, des produits ou services éthiques, durables, écologiques. La première chose qu'il faut regarder, c'est à qui est-ce que le média appartient? Quel est son objectif? La promotion, c'est promouvoir ce qui se passe dans la région. S'il n'y a pas de code barre, c'est qu'il est gratuit. L'invariant peut être à la place du code barre. On citera l'exemple du magazine 133. Cela indique qu'il y a plusieurs éditions et ce n'est pas un quotidien. Il sera diffusé 3/4 fois par an. C'est un média institutionnel. Que regarder quand on analyse une ligne éditoriale? L'engagement par la thématique du média, l'indépendance financière, la dimension humaine, la gestion du personnel et la localisation, le capital symbolique économique construit grâce à la participation financière du public et la sélection des publicités en fonction du projet éditorial. La justification de la forme explique qui ils sont et les relations qu'ils entretiennent avec le public, l'esquisse du public cible, etc. Analyse d'une une, magazine trimestriel. Quelle est son origine? Fédération Wallonie-Bruxelles. On a le nom du magazine, la mention W+B, donc c'est un journal institutionnel.
Il est donc financé par Wallonie-Bruxelles. Il promouvoit la culture. On a la mention du numéro du magazine, la date, c'est déjà le numéro 133, donc on montre la longévité du magazine et on utilise des styles de magazine informationnels. Il est destiné à un public amateur d'informations culturelles, on voit les thématiques du contenu via les titres et les images. Il est au format papier, il n'y a pas de mention de prix, il est donc certainement gratuit. On a la présence de logos en bas à droite, ce sont souvent les financements qui demandent la présence des logos, quand bien même ils sont petits. Il parle de lui-même, de ses activités. Quatrième point du premier chapitre, qui est journaliste en Belgique ? Qui journalise ? La Constitution belge garantit à tout citoyen l'usage de la liberté de la presse. Tout le monde peut donc être journaliste. La première mention du mot journaliste est en 1845 en Belgique. Le mot se généralise au moment de l'essor de la commercialisation des journaux. À la fin du XIXe siècle, un mouvement de professionnalisation des journalistes voit le jour. En 1937, on a le premier contrat type qui consacre notamment le repos hebdomadaire. Qui produit l'information ? Ce qui sert à identifier qui produit le journal. Entre 1850 et 1914, on a une émergence du reporter et de la salle de rédaction. Il y a une lutte entre les journalistes professionnels et les amateurs. Seulement les journalistes professionnels ont le droit d'avoir une carte de presse. Le laissez-passer national est finalement reconnu en janvier 1940 pour les journalistes, reporters, photographes et reporters, par arrêté ministériel puis arrêté royal. La loi sur la protection des journalistes professionnels date de 1963 et l'instauration de la carte de journaliste professionnel date de 1965. La carte de presse délivrée par le ministère de l'Intérieur est la commission d'agrégation de la carte. Mais tout le monde peut être journaliste, il n'y a pas de formation obligatoire. Est considérée comme journaliste professionnel toute personne travaillant pour un média. Le journalisme professionnel. Malgré le laissez-passer, ceux qui se prétendent journalistes professionnels n'empêchent personne d'autre d'être journaliste. Pour être journaliste professionnel, il faut avoir pour travail premier le journalisme d'information pour un média. Cette carte de presse donne donc cette notion de journaliste professionnel. Mais tout citoyen peut se revendiquer journaliste à partir du moment où on exerce une activité de type production d'informations journalistiques. En Belgique, on a diverses associations qui regroupent les journalistes belges. L'AGJPB s'est scindée en deux instances. L'AIP, qui est francophone et germanophone, c'est une association des journalistes professionnels. Et la VVJ pour les flamands. La régulation. On retrouve le CDJ, qui est le Conseil de déontologie journalistique. Il sert d'outil d'autorégulation. Il est composé de rédacteurs en chef de la société civile, etc. Donc, par les personnes qui font le journalisme, qui causent la responsabilisation des acteurs et empêchent un abus venant de l'extérieur, et assurent la régulation en donnant des avis. Le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et est une autorité administrative indépendante chargée de la diffusion audiovisuelle de la Wallonie-Bruxelles. Elle s'applique aux câbles comme sur les plateformes telles que YouTube au niveau de la communication commerciale et la protection des mineurs. Elle exerce donc un rôle de surveillance et de contrôle en encadrant YouTube. Et YouTube, tant qu'on en parle. On en parle comme de la nouvelle télévision. On le regarde d'ailleurs plus que cette dernière. Avec 2 milliards d'utilisateurs, comment l'encadrer et le réguler ? Certains youtubeurs ont des pratiques à la lisière, voire carrément dans la pratique journalistique. On citera Mister Geopolitics, qui fait penser à du reportage, à du journalisme d'investigation. Il reprend très clairement les codes des émissions de télévision avec le journalisme qui nous informe du thème abordé dans l'épisode, suivi d'un générique. Marie Lopez, son vlog est incorporé dans une production dans le cadre d'une production de documentaire. Hugo Décrypte a commencé par des vidéos d'actualité, décryptant celles-ci, et de plus en plus il se met à collaborer avec des médias et se retrouve à faire le travail d'un journaliste. Avec la reconnaissance de sa chaîne YouTube, on peut voir que même les candidats politiques lui créditent plus d'importance. Le journaliste
est donc toute personne créant du contenu pour un média. Les youtubeurs adaptent les formats de la plateforme, même avec les codes de la production d'informations. On a donc des personnes qui font des recherches, décryptent des problématiques d'actualité, etc. Mais qui finance ces vidéos? La plupart des vidéastes commencent par créer du contenu en tant que hobby, puis s'installent dans la monétisation. C'est une question importante qui sera abordée au fur et à mesure de ce cours. Notez l'abréviation pour les bonnes questions, LBQ, qui se retrouvera plus tard dans la synthèse. 5e point de ce premier chapitre, analyse critique des médias d'information. Quel est l'objectif? On cherche à mieux comprendre comment on s'informe et le processus de production de l'information. On veut acquérir une agilité médiatique. On réfléchit à la question de la vérité, à la nature des faits, aux contraintes qui pèsent sur la production d'informations et sur la consommation de ces informations. Qui vous parle? De quel point de vue? Avec quelles idéologies et avec quels moyens? On cherche à savoir analyser le contenu médiatique. Quelles sont vos compétences d'interprétation? On veut mieux percevoir l'intérêt de s'informer. Quels sont les outils qui peuvent nous aider? Critique. Une distance critique qui permette le développement de capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation. Un discours informé, approfondi, loin d'être superficialisé, raccourci et autres stéréotypes. On parlera de discours autoréflexif. Et enfin une pratique pour mieux comprendre le monde, comprendre ce qu'on fait. Chapitre 2, je suis hyper informé. Petit point A, réfléchir à sa consommation médiatique. Le public peut être compris comme un ensemble de personnes à qui sont destinés les médias. Nous sommes un public ou nous sommes des publics. Par exemple, nous sommes un public, des étudiants qui sont censés être à l'université, pour apprendre quelque chose et devenir de meilleurs citoyens. Quand on parle de médias, on a en tête un public qui est une représentation sociale, une conception du point de vue de l'audience, pour laquelle on peut mesurer quel est l'état, le nombre de téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, qui cliquent, regardent ou lisent un certain nombre de médias. Puis il y a des consommateurs, c'est-à-dire qu'on nous considère comme étant des gens qui consomment un produit, et pour ce faire, on consomme de la publicité et parfois nous donnons un certain nombre de données personnelles qui permettent aux médias de mieux comprendre leur public. Quand on est en classe, on est un public. Et quand on est devant The Voice, par exemple, nous pouvons être des consommateurs ou une audience. Il faut réfléchir face à cette question. Quelle est la position que j'ai face à un type de média? Facebook a pour but de communiquer, là où il peut y avoir de l'information, alors que le soir est un média d'information. Il y a une pluralité des médias, malgré qu'il y ait des médias qui soient repris par de nombreuses personnes. En s'abonnant, certains payent et d'autres non, car on voit une adaptation des médias d'aujourd'hui qui ne sont pas réellement gratuits. Une information qui est relayée n'est pas produite. On est souvent peu producteur, mais on relaye beaucoup. C'est-à-dire que nous faisons suivre les informations à d'autres en les republiant par exemple. Deuxième point de ce deuxième chapitre, petite histoire théorique du rapport média-public. La théorie des faits. En 1922, Lippmann, un théoricien, a écrit l'ouvrage Public Opinion, ouvrage qui est toujours très étudié. Lippmann dit qu'au début des années 20, il y a une montée d'une figure dangereuse de l'opinion publique, la masse ou la foule, caractérisée par son irrationalité et son hystérie. Les médias peuvent avoir des effets directs sur l'opinion publique car on démontre que la foule est manipulable. Cela centre alors la conception des médias autour des effets sur l'opinion publique. La ludification prévaut pour une modalité ou le jeu qui est partout dans la société. La théorie des effets cristallise l'attention sur la propagande. Les effets de propagande existent bien dans l'intention de celui qui dit, dans la mise en scène de lui-même, pour influencer, gommer les résistances et s'imposer. Mais la propagande n'explique pas toujours les actes des publics qui disposent de capacités de fuite, de contradiction et d'opposition. Les situations sont contextuelles et historiques. La propagande communiste n'a pas empêché l'URSS d'éclater.
La propagande fonctionne si elle n'est pas seulement le fait des médias, mais de l'ensemble du contexte dans lequel évolue la société civile. Cependant, dans la théorie des effets, il y a une conception qui laisse à l'individu une part de liberté. Cette théorie des effets n'exclut pas la force de résistance des individus. Expérience de Milgram montre qu'on a un rapport à l'autorité extrêmement fort et montre même que cela a mené des gens à tuer, dans l'expérience, tout en justifiant l'action par l'obéissance à l'autorité. Certains vont le faire sans souci, d'autres se poseront tout de même des questions et une petite, infime partie ne le fera pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'une grande partie du nazisme a pu se faire. Cependant, tous les Allemands n'ont pas participé, il y a eu de la non-conformité. Le public a donc une marge de manœuvre. Cette théorie des effets n'exclut donc pas d'échapper à ces effets médiatiques. Selon le contexte, le temps, on est parfois plus naïf, crédule ou au contraire plus au courant, donnant une capacité de réflexion et de résistance. Tous les tenants de la théorie des effets ont vu qu'à certains moments la situation se renverse. On citera comme exemple l'URSS, ce n'est pas parce qu'il y a de la propagande que le système ne se craquelle pas. L'idée de la propagande ne fonctionne pas seulement autour des médias, c'est un système beaucoup plus complexe. Il faut tout un encadrement. La théorie des effets cristallise l'attention sur l'idée d'un public passif. Le public serait passif, comme conditionné. Il répondrait à des stimuli extérieurs par des réflexes et des réponses automatiques. Le chercheur Laswell invente dans les années 1940 l'expression de seringue ou aiguille hypodermique pour désigner l'influence subie par les audiences passives et l'expression de mass communication pour désigner le champ de recherche. L'idée de Laswell, c'est que l'on ne vient pas nous incorporer des idées directement, mais c'est un processus progressif qui vient tout doucement nous insuffler des idées. Les gens vont avoir envie, par cette théorie, de vouloir suivre les ordres de façon automatique et réagissent dans le sens du message. Progressivement, on insuffle des idées, on a une exposition sur le long terme à un média qui progressivement fait voir le monde d'une certaine façon. Au fur et à mesure de l'exposition aux médias, on devient passif et on croit. Dans le même ordre d'idées, Theodor Adorno et Max Horkheimer, dans les années 1940, érigent une vision critique de la culture de masse. La notion de masse renvoyant ici à la foule. On a une idée de base qui est que les hommes sont livrés à eux-mêmes, ils sont donc susceptibles d'être manipulés. Cette idée de manipulation est un discours très utilisé lors de l'arrivée des émissions de télé-réalité. À partir du moment où il y a une activation d'un sentiment de voyeurisme, les gens se mettent à aimer et à revouloir ce genre de choses car ça devient des sujets de conversation. On a le développement du concept de culture de masse en lien aussi avec le divertissement, l'idée que les médias sont l'opium du peuple. Le fait de divertir le peuple est un moyen de manipulation. Les intellectuels vont dire qu'auparavant, on avait une culture d'intellectuels et qu'avec la culture de masse, on retrouve une idée d'abrutissement. Les gens adorent partager un intérêt avec les autres. Cela crée une communion cathodique, plutôt télévisuelle, autour des émissions de télé-réalité. Pour calmer tout le monde, on met des séries rigolotes afin de divertir le peuple par rapport aux problèmes de politique, et cette méthode devient un moyen de manipulation. Ces théories ont été largement critiquées car elles ne représentent qu'une partie de la réalité et négligent les pratiques de consommation médiatique et culturelle des individus. Nous ne sommes pas que passifs et manipulables, nous décidons. Sous-point suivant, les individus et le groupe. Le chercheur Lazarsfeld va réaliser des travaux en rupture avec les travaux antérieurs, ceux de Laswell par exemple. Il privilégie la collecte d'informations et l'analyse des comportements au détriment du débat purement spéculatif, afin de mieux comprendre les audiences et non pas considérer les publics comme des acteurs passifs. Il réalise des projets d'analyse quantitative des audiences fournies par les industries, il mesure les réactions des auditoires reçus en laboratoire, il analyse le contenu des programmes, il réalise des enquêtes de longue durée centrées sur des entretiens réguliers. Il essaye de comprendre
Ce qui plaît dans certains programmes, il prend les gens sur un temps long et non sur un temps T qui sera très court. Il essaye de préciser ce qu'est un public, car pour lui, il n'y en a pas qu'un seul type. Lazarsfeld, The People's Choice, en 1944. Montrer que les groupes primaires développent des dynamiques sociales particulières. Tous les individus sont reliés aux gens qui les entourent et qui ont des influences sur nos modes de consommation médiatique et culturelle. Faire émerger une théorie de l'influence originale. Votre ami regarde une série X et vous allez le faire aussi car vous êtes peut-être influencé par cet ami. À l'origine, il n'y en a qu'un qui infuse son groupe primaire. L'individu n'est pas tout seul. On se retrouve au milieu de liens, réseaux sociaux par exemple, entre les gens ayant des incidences sur nos consommations médiatiques. Depuis qu'on est petit, on a pris des habitudes influencées par notre environnement et donc nos groupes primaires. Il réintroduit les réseaux sociaux dans l'analyse des médias, familles, écoles, associations, groupes religieux, etc. Il fait émerger la figure des leaders d'opinion qui sont placés au cœur d'une théorie de l'influence interpersonnelle, donc de la communication interpersonnelle. Il y a un rôle d'intermédiaire car ils parviennent notamment à retraduire les enjeux politiques dans la discussion quotidienne. Le leader est dans le milieu médiatique, c'est le gatekeeper qui agit sur la sélection de l'information. Nous sommes tous des leaders d'opinion en exerçant une influence sur un groupe primaire. Il guide parfois, dans le monde médiatique, c'est celui qui connaît le mieux la situation de telle ou telle chose. On peut être leader d'opinion à un certain moment donné et pas à un autre. Socle de l'idée de la spirale du silence. Au cœur du sujet de nos jours, renvoyant à la participation des gens au débat public. Ça explique pourquoi, dans un groupe social, une différence d'opinion est parfois tue. Avant d'expliciter une idée différente, nous prenons parfois la parole après avoir analysé si et seulement si les autres sont capables de l'entendre. Les individus se forment une représentation de la répartition et du succès des opinions au sein de leur environnement social. La disposition d'un individu à exposer publiquement son point de vue varie selon l'appréciation qu'il fait de la situation. Il sera d'autant mieux disposé à s'exprimer qu'il pense que son point de vue est et sera le point de vue dominant, ou, s'il n'est pas encore dominant, commence à être largement répandu. La plupart du temps, quand on pense que ce qui va être mal perçu, que ce point de vue n'est pas dominant, on va se taire pour éviter de détruire les liens. La plus ou moins bonne disposition d'un individu tient à sa crainte de se retrouver isolé, à celle de voir sa confiance en soi ébranlée au cas où l'opinion majoritaire ou la tendance de celle-ci ne confirmerait pas son propre point de vue. C'est de plus en plus rare d'entendre chez les jeunes un discours anti-écolo, car ce n'est éventuellement pas le point de vue du groupe primaire, malgré qu'il y en ait qui pensent l'opposé. Tout cela par peur de l'abandon ou la mise à l'écart. C'est pour ça que certains sujets ne sont pas amenés en discours public. Lazarsfeld étudie la dynamique de groupe et la complète par une analyse de la réaction des individus au flux de communication et réhabilite leur capacité intellectuelle. Il montre que les individus interprètent et contextualisent les messages. Ils utilisent des filtres cognitifs pour trier, éliminer, modifier, voire distordre l'information qu'ils ne souhaitent pas recevoir. Sur les réseaux sociaux, ceux qui likent, suivent et reprennent vont réinterpréter à leur façon. Le plus grand pouvoir est alors de choisir de recevoir ou non le message. Il s'agit de l'exposition sélective, donc de ne pas écouter les leaders d'opinion. Dans nos pratiques de consommation médiatique, nous sommes souvent informés des éléments que nous allons chercher à savoir, mais aussi et surtout des éléments qui nous sont donnés à voir ou à lire en fonction des traces que nous avons laissées dans notre navigation. On ne nous montre, propose pas des choses non liées à nos consommations médiatiques. Ce sont des mondes clos par rapport à ce qu'on a l'habitude de regarder ou d'aimer. C'est donc l'exposition sélective, c'est une bulle à filtre. Le problème de cela, c'est qu'on perd une partie de ce qui est diffusé et qui pourrait donc nous servir. Il met aussi en évidence le renforcement des opinions préexistantes, qui se manifestent par une attention forte aux messages qui vont dans le sens de notre opinion et par une attention faible aux autres. On va rechercher des infos qui renforcent ce que l'on pense,
ce qui va dans le sens de notre opinion. On se dirige en tant que public vers un média qui renforce ce que l'on pense des croyances que l'on avait déjà. On porte une attention particulière à ce qui nous intéresse. Il met aussi en évidence la perception et la mémoire sélective qui renvoient aux capacités d'interprétation et de rétention des informations. La théorie du Two-Step Flow of Communication de Elihu Katz pose les choses suivantes. L'hypothèse d'une supériorité des relations interpersonnelles sur les médias dans l'acte de décision est confirmée. Nos relations interpersonnelles sont plus importantes que l'influence que les médias auraient sur nous. On est plus fortement influencé par notre entourage, notre environnement personnel. L'opinion de notre entourage est souvent plus importante que celle des médias. Les choix sont beaucoup plus influencés par les leaders d'opinion et notamment par le bouche à oreille. La supériorité des relations interpersonnelles s'expliquerait par l'attrait du discours de l'influent et la fonction de contrôle qui demeure attachée à la communication, à ce que représente un ami. Donc sa qualité sociale est plus importante que ce qu'il dit. Même si on est en désaccord avec un membre de notre entourage, son identité surpasse son avis et on ne va pas la rejeter d'emblée. Mais la position de leader n'est plus détachée du reste de la population, car on peut être leader dans un domaine et suiveur dans un autre. Katz dit que les relations interpersonnelles vont jouer bien davantage que les médias dans un ensemble d'actions et que les choix sont beaucoup plus influencés par les leaders d'opinion et notamment par le bouche à oreille. À un moment donné, vous avez un leader d'opinion ou un ami qui va être celui ou celle qui est le plus au courant des discussions et des débats politiques. Ce que continue à dire Katz, c'est que le leader n'est pas leader tout le temps. On peut être leader sur un sujet et suiveur sur un autre sujet. Ces théories sont le point de départ des recherches sur les publics des médias. Elles démontrent déjà que, dans un premier temps, les effets des médias sont indirects, limités, filtrés par des capacités cognitives des individus, diffusés à l'intérieur des réseaux, donc horizontalement et non pas verticalement de l'émetteur vers le récepteur. Dans un deuxième temps, la suite des recherches va s'orienter sur l'étude non pas de ce que les médias font aux individus, mais ce que les individus font avec les médias. Donc, il n'y aurait pas de raison pour qu'un message soit automatiquement décodé comme il a été codé. Nous sommes en capacité d'interprétation des publics, capacité de sélection ou de renforcement des idées. Attention à ne pas penser que tout le pouvoir d'interprétation est entre les mains du public, mais il est un des acteurs. S'informer est un travail, un effort, une action.